Donc, tout d'abord, je voudrais dire que très humblement, je me trouve à terminer ce colloque où j'ai l'impression d'être un peu râlée pâquerette dans ce que je vais vous raconter. Donc, pardonnez-moi parce que je vais m'en tenir un petit peu à l'approche que j'ai pu avoir moi-même dans ce que j'ai pu comprendre de l'évolution dans une expérience un peu personnelle. Voilà. Donc, quand tu m'as demandé de participer, j'ai trouvé l'idée très intéressante parce que dans le domaine de l'épigénétique où je navigue, il y a eu quand même beaucoup de débats et de discussions autour de Darwin qu'on a évidemment vu épingler, mais pas forcément de manière très juste. Donc, je voudrais peut-être revenir là-dessus avec quelques éléments qui sont en bruit de fond, l'intérêt que je porte en particulier à l'architecture du génome, ses briques et sa plasticité, vous verrez ce que j'entends par là. Alors, tout d'abord, en commençant par le premier élément, qui est cet élément un peu provocateur du terme épigénétique qui est utilisé un peu à toutes les sauces et qui a fait la une de grand nombre de journaux. Et je voulais juste mettre l'emphase sur ce point-là, c'était en quoi cela était un défi pour Darwin. Vous voyez même dans le nouveau New Scientist, Darwin was wrong. Alors, je ne suis pas très sûre de ce qui était entendu par là. Et enfin, ce point, votre DNA n'est pas votre destinée. Donc, on a eu ces oppositions. Donc, ça, c'était un article dans Le Monde qui présentait Darwin et Lamarck, l'hérédité en partage, en disant l'ADN n'est pas tout. Alors, peut-être qu'il y avait une réaction à une approche de biologie moléculaire très centrée uniquement sur l'ADN qui se traduisait par une réaction extrême, mais je crois que les deux choses sont vraiment intermêlées, comme finalement le montre un peu cette caricature, et que pour Lamarck, l'évolution, c'est une nécessité théorique, et pour Darwin, l'évolution, c'est le produit du hasard et de la contingence, et donc qui essaye, lui, de mettre en place un modèle pour l'origine des espèces. Donc, dans ma présentation, je vais procéder de la manière suivante. D'abord, rappeler l'histoire et la définition du terme épigénétique, pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Après, de ce qu'on peut considérer comme étant des mécanismes épigénétiques, les hypothèses actuelles dans l'héritabilité en mitose. Enfin, la partie qui fait débat, épigénétique et effet transgénérationnel. Et puis ensuite, je viendrai sur le côté épigénétique et évolution avec deux facettes. D'abord, le côté contrôle épigénétique et évolution, et l'inverse, évolution et épigénétique contrôle, et contrôle de l'épigénétique, avec dans un premier cas les éléments transposables et les capacités de mesurer et de retraduire des changements environnementaux. Et dans le deuxième cas, comment les modules qu'on peut qualifier d'épigénétiques évoluent eux-mêmes. Alors pour l'aspect historique, on retourne au tout début avec Aristote jusqu'à Harvey et les théories du développement où on part du principe qu'on s'oppose en l'occurrence à la préformation avec l'épigénèse. Donc l'épigénèse qui définit comment on part de l'informe pour aboutir à un organisme complexe. C'est ce que Harvey formulait comme ex ovo omnia, de tout œuf sort le tout. Donc on part de là pour arriver aux lois formelles de la génétique avec Gregor Mendel en 1865. Donc l'épigénèse est donc née il y a très très longtemps. Le terme épigénétique lui-même a été défini, inventé par Conrad Waddington. Donc il mélange deux choses, l'épigénèse et la génétique. Et son idée, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des interactions entre l'information génétique et l'environnement, et que ce sont ces interactions qui sont importantes lors du développement en termes de construction d'un organisme. Les schémas qu'il a beaucoup utilisés, parce que Waddington était aussi un peu porté sur les représentations artistiques, ont beaucoup été utilisés. Ce sont ces paysages de Waddington qui ont été repris plus récemment dans le cadre de la différenciation cellulaire et des reprogrammations.
l'idée qu'une cellule choisit un chemin et puis elle s'engage dans une vallée et a de plus en plus de mal à changer son chemin une fois qu'elle est engagée. Néanmoins, il y a possibilité, dans des circonstances particulières, de basculer. Et donc, c'est un peu ce schéma qui a conduit à cette idée que chaque cellule fait son choix et a une destinée. Plus tard, et donc ça c'est quand même important, après avoir, dans les années 52, mis en avant ce terme, on arrive à la définition de ce qu'est l'ADN. Donc les idées de Waddington étaient définies en absence de la connaissance de la structure moléculaire de l'ADN. Ce n'est qu'en 1965 que Watson Crick et Rosalind Franklin ont permis d'établir que l'ADN était constitué de cet alphabet ATGC, voire un peu plus, pour faire ce qui est vraiment l'élément fondamental des bases de notre hérédité. Et dans les années 80, l'idée était arrivée qu'avec le séquençage du génome, on aurait le livre de la vie et qu'on aurait ainsi tout compris. Donc l'ADN permettait d'entrer dans cette ère du génome. Donc après l'ère du génome, beaucoup d'efforts se sont portés sur ce domaine qu'est l'épigénétique, où la séquence d'ADN n'est pas forcément en tant que telle la seule source du contrôle de ce que donnent les éléments de biologie. Donc ça a fourmillé beaucoup d'efforts, des soutiens au niveau de l'Europe, des grands réseaux. Mais au final, on se rend compte qu'au-delà de l'ADN, c'est quand même avec l'ADN. Et donc c'est un peu ce que je voudrais illustrer, avec un rappel de l'évolution des définitions du terme d'épigénétique. La première que j'ai mentionnée tout au début, c'était celle de Waddington, une définition très large, qui s'est réduite avec la définition de Robin Holliday sur la manière de revisiter ce qui se passe lors de la méthylation de l'ADN. Et dans ce cadre-là, il reprend le terme épigénétique pour recouvrir tous les changements qui sont héritables de manière somatique dans l'expression des gènes et qui n'impliquent pas de changement dans la séquence de l'ADN. Donc il introduit là un élément qui s'additionne à la séquence d'ADN et la notion d'épimutation. Aujourd'hui, cette définition, c'est celle proposée par Adrian Bird qui prévaut très fréquemment, qui est une définition qui propose que l'adaptation structurale des régions des chromosomes représente cet aspect épigénétique dans sa capacité à enregistrer, à signaler ou à perpétuer des états d'activité particuliers. Donc, en gros, pour moi, le point, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus qu'une seule chose avec de l'ADN et s'en souvenir. Un élément important à prendre en compte, c'est aussi que cette capacité de pouvoir utiliser l'ADN pour différentes choses met en exergue l'aspect de plasticité, qui est un aspect qui a été mis en avant avec les travaux de John Gurdon sur la reprogrammation avec ses travaux sur les grenouilles, et Shinya Yamanaka avec son cocktail de facteurs qui permettent de reprogrammer une cellule de peau en une cellule immature. Donc le caractère particulier qui est mis en avant, c'est cette propriété de réversibilité. Et donc on peut du coup avoir ce schéma, qui est un schéma qui a été proposé dans le livre édité par Thomas Genuvine, Epigenetics, sur les mécanismes. On a un génome qui peut donner, dans ses déclinaisons en termes de son expression, de son formatage, différents types cellulaires. Mais c'est encore, je pense, pour ce qui est d'aujourd'hui, une vision simpliste qu'on doit absolument revisiter. Un autre point, c'est celui-ci. L'idée qu'une cellule est engagée, ça veut dire qu'à chaque division, elle garde la mémoire de son identité, donc pour propager un lignage, donc au niveau physiologique, ou alors elle peut changer son identité de manière programmée lors de la différenciation, ou bien il peut y avoir également des changements qui ne sont pas prévus, qui peuvent être neutres, et donc là, ces éléments neutres qu'on ne voit pas peuvent réapparaître dans des contextes particuliers, ou bien avoir des impacts pathologiques.
Donc une des grandes questions qui s'est posée, et en tout cas qui moi m'a préoccupée, c'est comment les cellules maintiennent ou changent leur destinée cellulaire et quelle est l'importance pendant le développement, et comment on peut, à un niveau moléculaire, considérer une déclinaison de cette question à l'échelle de l'organisation du génome, avec l'organisation de la chromatine et les moyens de régulation. Donc j'ai un petit schéma qui vous montre comment l'ADN s'organise en chromatine, en partant donc de cette double hélice qui s'enroule autour de ce bloc qui est constitué d'histones, qui forme l'unité fondamentale de compaction du génome et qui ensuite se répète de manière régulière. Donc on a à peu près 2 tours d'ADN pour chaque module. Et cette répétition régulière et répétée permet ensuite des niveaux de compaction encore plus élevés, sachant que sur ce module, on peut introduire des variations avec des modifications qui peuvent toucher soit l'ADN, soit le corps protéique, avec des modifications post-traductionnelles qui vont apporter des éléments distinguant des régions du génome. Le niveau de compaction ultime, c'est bien sûr le chromosome qui est en fait l'élément qui permet, lors de la division cellulaire, de ségréger dans les cellules filles les éléments correspondant au matériel génétique de la cellule mère. Donc pendant la division métotique, chaque chromosome est dupliqué et partagé. On a une distribution à l'identique dans les cellules filles lorsque tout se passe normalement. Je vais passer juste après, si je peux. Voilà. Et donc, dans le contexte des événements qu'on peut considérer comme épigénétiques, donc au-delà de l'organisation de l'ADN, il y a la méthylation de l'ADN que j'ai mentionnée, il y a cette brique élémentaire qui est l'organisation de la particule de la chromatine, le nucléosome, avec les histones, les variants, les modifications que j'ai mentionnées. Il y a également des ARN non codants, ces ARN qui participent à organiser des régions particulières comme le chromosome X inactif chez la femelle. Il y a des mécanismes qui s'appellent l'interférence avec ARN qui peuvent jouer dans l'organisation aussi d'hétérochromatine dans certaines régions du génome, la position dans le noyau, les éléments transposables, et je vais y revenir, qui contribuent à la plasticité de cette organisation, et encore plus. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que l'ADN et son architecture sont dans une étroite interdépendance pour ce qui est de leur fonctionnement. Lorsque cette organisation est répliquée, un point important, c'est qu'on a une organisation en amont de la fourche de réplication qui va être déstabilisée. Et donc, pour chaque particule qui est déstabilisée, on en a une nouvelle qui se forme, mais on doit ajouter un complément de nouveau matériel dans la construction de l'ensemble. Donc, dans ce cas, on mélange du vieux et du nouveau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour coordonner à la fois le mécanisme de duplication, la distribution du matériel et ce mélange de nouveau et d'ancien? Donc ça, c'est un sujet qui a vraiment été un sujet important dans notre domaine, à la fois pour comprendre comment on reproduit l'organisation avec sa densité, mais aussi comment des informations qui peuvent être portées initialement peuvent être retrouvées en aval du passage de cette fourche et au-delà même pendant le cycle cellulaire. Maintenant, si je vous montre ce schéma qui paraît très compliqué, c'est simplement pour vous indiquer qu'on est en mesure de faire des cartographies au niveau du génome de modifications qu'on peut identifier à des régions très particulières. Et donc, on peut passer, grâce à ce genre d'approche, à l'identification de régions régulatrices. Et ces régions régulatrices, qui sont marquées par des modifications particulières, nous donnent des indications sur comment les gènes sont utilisés dans une cellule donnée et même dans un organisme. Et là, je voudrais illustrer un aspect qui touche au développement, c'est cette capacité d'utiliser ces régions régulatrices, appelées enhancers, d'une manière différente au cours de l'évolution entre l'homme et le chimpanzé, en regardant ce qui se passe au niveau du développement de la crête neurale. Donc, les expériences qui ont été réalisées par Johanna Wisoka, ici, ont consisté, à partir de cellules de chimpanzés et de cellules humaines, d'en faire des
de les reprogrammer pour en faire des cellules iPS, et ensuite de les redifférencier en cellules crâniales. Et puis à ce moment-là, de faire toutes ces manipulations de cartographie avec des noms barbares, ChIP-seq, ATAC-seq, RNA-seq, qui permettent de cartographier les modifications, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des différences dans les régions régulatrices concernant l'homme et le chimpanzé. Donc vous les voyez à droite, mais peut-être plus simplement, ces divergences permettent de comprendre comment, au niveau de l'organisation faciale, on peut avoir des changements de morphologie qui sont dictés par l'utilisation différente de ces éléments cisrégulateurs qui en réalité sont également très enrichis en rétroéléments dont je parlais tout à l'heure. Et donc j'ai emprunté cette diapositive à Edith Heard dans son cours au Collège de France qui reprenait cet élément, qui met le doigt sur cette classe d'éléments très importants, ces rétroéléments. Donc, là, je vous ai parlé principalement du contexte mitotique, mais qu'est-ce qui se passe lors de la méiose? Quels sont les événements permettant d'avoir peut-être des transmissions transgénérationnelles? Est-ce que ce qu'on mange, est-ce que ce qu'on respire, nos émotions influencent non seulement nos gènes, mais aussi nos descendants? Ce sont des questions importantes que la société pose et que beaucoup de gens essayent d'intégrer avec les éléments de connaissance qu'on peut avoir. Je ne voudrais décevoir personne, mais néanmoins, la capacité à faire passer des changements à travers des générations est une question compliquée, parce que faire passer des marques qui ne sont pas au niveau de l'ADN en tant que vecteur d'héritabilité nécessite une transmission à travers la lignée germinale, à travers la gamétogénèse. Or, il y a, en tout cas chez les mammifères, une reprogrammation majeure pour revenir à une cellule totipotente qui sera l'œuf. Donc ici, on a un gros débat et ces questions concernant l'héritabilité transgénérationnelle ont fait l'objet de beaucoup de discussions avec la revue d'Edith et de Rob Martinsen sur les aspects mythes et mécanismes. Et enfin, une revue que je vous invite à consulter de Brian Charlesworth sur l'importance de ces aspects en tant que source de variation adaptive. Les éléments transposables, donc j'y reviens, donc ça a été appelé pendant longtemps l'ADN poubelle, mais en réalité c'est un ADN qui a un potentiel pour l'évolution très important, et donc c'est plutôt que poubelle, qui est une traduction erronée en français, puisque junk c'est plutôt ce qu'on range dans un coin, enfin qu'on met dans un coin, mais qu'on ne met pas à la poubelle, c'est pas trash. Donc je pense qu'il faut faire la distinction parce qu'on peut toujours s'en resservir. Et c'est exactement ce qui se passe puisque ça sert de force évolutionnaire importante avec des capacités à apporter et à remanier le génome de manière significative. Donc vous avez la personne qu'il faut saluer à cet égard, qui a eu cette vision quant à l'importance de ces éléments transposables comme éléments régulateurs dans l'expression du génome, Barbara McClintock, qui a eu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1983. Et je suis assez contente de présenter une femme parce qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup dans les précédentes présentations. Et donc Barbara McClintock, elle s'était beaucoup intéressée au maïs, dans lequel elle avait pu constater cette variabilité de couleur des grains de maïs qui a été associée à cette mobilisation d'éléments transposables qu'elle a vraiment eu l'intuition de placer comme éléments clés dans la régulation du génome. Donc le fait est que le génome est peut-être moins statique que ce qu'on pouvait croire et s'intermêle avec l'épigénome. Donc entre deux jumeaux, il y a peut-être plus de variations qui s'accumulent au cours des ans. Donc on le voit, vous le voyez d'ailleurs dans le schéma à droite, avec des changements d'ordre épigénétique, mais aussi d'ordre génomique potentiellement, et des variabilités qui se font de manière à combiner à la fois des changements qui contrôlent ces éléments et les éléments eux-mêmes. Donc, un exemple très fréquemment utilisé pour parler d'effets de l'environnement en termes
d'épigénétique, c'est le cas du gène agouti chez la souris, où vous voyez les deux souris, l'une qui est brune avec son gène sauvage et l'autre qui s'avère avoir un caractère obèse, une couleur de pelage différente, qui est liée à la manière dont sa mère a été nourrie et au fait qu'il y a un élément transposable qui contrôle l'expression du gène, qui est méthylé de façon différente en fonction de l'exposition à la nutrition. Et donc, on a dans beaucoup de cas donc, des éléments transposables qui interviennent, mais qui vont se combiner avec des facteurs épigénétiques de régulation. Donc, ces éléments transposables, comme générateurs de diversité et modulateurs de l'expression des gènes, donc ils peuvent contribuer à accélérer l'évolution de plusieurs façons, en changeant la taille du génome avec de l'amplification, en changeant la structure du génome avec des réarrangements locaux, des insertions, en créant aussi de la diversité, en contribuant à cette diversité phénotypique avec cette adaptation aux changements environnementaux, comme je le mentionnais, et enfin, pendant le développement, pour établir potentiellement des domaines fonctionnels. Et évidemment, cette capacité à introduire de nouveaux éléments régulateurs, des annonceurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de produire aussi des ARN non codants qui peuvent influencer la régulation des gènes en cis et en trans. Donc une capacité à rediriger les réseaux régulateurs de différentes manières, et ces changements permettent de créer de nouvelles fonctions qui peuvent produire des différences entre individus et contribuer à l'adaptation et à la spéciation. Donc, le cas du gène agouti que je voulais vous illustrer, donc, comme je l'ai dit, c'est associé à cette méthylation de l'ADN et on a compris que c'était une méthylation au niveau de rétrotransposons très particulier et qui a lieu de manière stochastique qui va dépendre de la nutrition de la mère. Donc, l'ADN poubelle, qui est plutôt l'ADN qu'on n'utilise pas, c'est une encyclopédie d'éléments régulateurs qui peuvent permettre d'évoluer. Et les conclusions visionnaires de Barbara McClintock s'avèrent être extrêmement importantes plus de 70 ans après. Maintenant, je voudrais reprendre les choses dans l'autre sens en regardant comment des éléments épigénétiques peuvent être regardés eux-mêmes à travers le prisme de l'évolution, en se disant que la nature fournit des exceptions à toutes les règles. Et là, je vais mettre en avant un arbre des eucaryotes, puisque l'évolution a permis de classer un certain nombre d'eucaryotes, et mettre en exergue le fait que finalement, les biologistes moléculaires et les biologistes en général ne s'intéressent qu'à un nombre de modèles très limités que vous voyez sur la droite, à partir desquels on tire des conclusions très générales. Néanmoins, on a beaucoup à apprendre en essayant de regarder de manière plus large. Et je voudrais donner l'exemple d'une région du chromosome qui s'appelle le centromère, qui permet de faciliter la ségrégation des chromosomes, qui représente ce qu'on appelle le paradigme d'une région de nature épigénétique, puisque ce centromère n'est pas forcément dicté par une séquence d'ADN sous-jacente. Et un élément qui a été considéré comme étant important, c'est la protéine qui s'appelle SNPH chez les mammifères, ou SNH3, qui est, on appelle un déviant d'histone, qui contribue à l'organisation de cette région. Alors, d'une manière surprenante, cette protéine, elle est présente dans beaucoup d'eucaryotes, de manière très variée, et elle est absolument essentielle chez les organismes où elle est présente. Et Inès Drinenberg, une jeune femme qui est arrivée à l'Institut Curie il y a peu de temps, s'est intéressée aux bizarreries concernant la ségrégation des chromosomes. Et elle s'est aperçue qu'il y avait en fait deux types d'architecture centromérique qu'on pouvait observer, qui étaient celles qu'on connaît classiquement chez l'homme, avec des monocentromères positionnés au milieu des chromosomes, et d'autres, comme ce qu'on voit chez le scorpion, avec des holocentromères, où les deux chromatides sont alignés et on a une séparation de l'ensemble de manière globale. Et en fait, elle s'est aperçue qu'en analysant chez les insectes le contexte de ces ségrégations particulières, les protéines correspondant à ce déviant d'histone très important dans tous les organismes où il est présent, eh ben, il n'était pas présent dans toute une série d'organismes. Donc on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles questions, de nouvelles propriétés, de nouvelles façons de regarder les choses avec ce prisme de l'évolution et
je pense qu'on apprendra beaucoup de choses sur comment fonctionne notre génome et sa duplication. Enfin, je voudrais terminer avec deux choses, l'aspect épigénétique et traitement par les drogues. J'ai parlé plus de multicellulaire que de microbiologie, et je pense qu'il est vraiment important de souligner là aussi qu'il peut y avoir de l'hétérogénéité qui va donner des capacités de diversité, et là c'est la diversité qui permet de résister à des drogues. Et un papier qui vient de sortir là dans Nature montre qu'une protéine importante dans la division de la mycobactérie est clé dans cette asymétrie de division et sensibilité à des drogues qui permettent justement de la traiter. Donc on voit comment l'hétérogénéité est là apportée par un mécanisme de division asymétrique. Et enfin, dans le contexte de l'hétérogénéité, là encore, l'évolution tumorale, où cette réflexion sur la sélection darwinienne est extrêmement présente en ce moment, en réalisant combien chaque tumeur est en fait très hétérogène autant au niveau des séquences, puisqu'il peut y avoir des mutations, mais également des épimutations, et la question est de comprendre comment on peut jouer sur ces différentes capacités des tumeurs à s'adapter à leur environnement et à échapper aussi au traitement aux drogues. Donc, dans les tumeurs, des sous-clones peuvent émerger qui peuvent affecter leur différenciation ou bien les bloquer et éventuellement jouer dans leur reprogrammation. Donc, je voudrais terminer en disant simplement que les ouvertures et les réflexions darwiniennes demeurent extrêmement importantes pour la recherche de la biologie aujourd'hui et tous les systèmes qui évoluent. Et je termine aussi en disant que s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on peut toujours dire que c'est dû à l'épigénétique. Voilà, je vous remercie.